Bonjour et bienvenue tout le monde à cette nouvelle... Ah non, pardon, pas de micro. C'est bon. Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle session de Expert Voices. Moi, je suis Nicolas Cruz Gonzalez, expert en mobilité urbaine durable au secrétariat Mobilize Your City. Et aujourd'hui, on a invité Manon Che de l'association Calypso. Bonjour. Euh, Merci Manon d'être là avec nous. Juste pour rappeler, Expert Voices, c'est un nouveau format que on essaie de promouvoir à Mobilize Your City pour avoir des webinaires plus inspirants, plus courts au milieu de la journée de travail. Et on voudrait donner de la visibilité à certains sujets que on trouve intéressants pour les travails de nos collègues et pour les villes avec qui on travaille. Et c'est justement pour ça que on a pensé à Calypso et à Manon pour partager leur expérience aujourd'hui. Pour que tout le monde le sache, c'est la première fois que je fais ces genres de modération en français. Moi, je suis colombien d'origine, donc je suis pas francophone natif. Et donc, si j'ai fait des erreurs, je m'excuse à l'avance. Donc, maintenant, je vais demander si on peut se tutoyer, parce que pour moi, c'est Ave- plus facile. Avec grand plaisir, ce sera plus agréable. Merci. Merci, Manon. Et donc, je vais me permettre de te présenter pour les personnes qui te connaissent pas, peut-être. Donc, Manon Che est la responsable communication et partenariat chez Calypso Network Association, qui est une association en charge de développer, maintenir et promouvoir les standards et ses valeurs d'ouverture, souveraineté et standardisation. On parle de la billettique pour les transports publics et en général, on va parler de quoi d'autre. Donc, Manon coordonne la stratégie de communication de l'association et elle développe des collaborations avec les acteurs institutionnels et industriels afin de renforcer la coopération autour des systèmes interopérables. Donc, Manon prend contact avec les secteurs privés, mais aussi avec les villes et les institutions un peu plus publiques. Et donc, elle travaille vise à montrer les standards ouverts, comment les standards ouverts peuvent soutenir la souveraineté numérique, l'innovation responsable et une mobilité plus inclusive au service des usagers comme des autorités de transport. Et c'est justement pour ça que on t'a invité maintenant pour vraiment montrer pourquoi rester avec des standards ouverts pour la billettique, c'est important. Et donc, je vais te poser quelques questions pour les prochains 25 minutes, si ça te va. Et Parfait. donc, on va commencer avec des questions faciles. Et je crois que c'est intéressant parce que normalement, cette question, c'est par rapport à comment tu es arrivé à travailler sur les domaines de la mobilité. Et moi, je voudrais ajouter les sujets de la billettique parce que c'est un truc hyper, hyper concret, spécifique. Et je crois que de gamine, tu rêvais pas d'être dans la billettique. Et comment ça s'est passé? Alors, effectivement, la billettique, je suis arrivée par hasard. Moi, j'ai été recrutée à Calypso Networks Association parce que je connaissais le monde associatif. Donc, je suis à la base, il y a fort longtemps maintenant, issue du domaine du sport et du sport associatif. Et l'offre d'emploi parlait de développer le réseau, parlait de travailler sur une association. Et effectivement, Calypso Networks Association, même si c'est pas évident pour tout le monde, on est une vraie association à but non lucratif de droit belge. Donc c'est l'identique de la loi 1900, enfin des associations loi 1901 en France, qui sont très connues pour ce côté vraiment but non lucratif. Et finalement, que ce soit du sport ou de la billettique, c'est le même fonctionnement. C'est des gens qui sont intéressés et motivés par le même sujet. Ce qui m'a fait rester, par contre, dans la billettique, une fois que j'y avais mis un pied en me demandant bien où j'allais, c'était ce côté ouverture, faciliter l'accès, donner la propriété et la maîtrise aux usagers et que ce soit pas quelque chose de propriétaire et vraiment fermé que des industriels
euh, maîtrisent et s'enrichissent grâce à l'argent public. Ça me tient vraiment à cœur et c'est vraiment quelque chose qu'on peut retrouver dans tout mon parcours jusque-là. Donc c'est vraiment ce côté mise en réseau, facilitation des échanges et des projets aussi, et optimisation de l'utilisation de l'argent public qui compte beaucoup pour moi. Et facilité d'accès, bien sûr, mais toutes choses qui va avec une bonne billettique et qui n'est pas forcément propre à Calypso après. Ok, merci. Donc, t'es pas une experte en billettique, mais Je suis pas une de experte plus en technique, plus. non, surtout Ouais, pas. voilà, ok. Et c'est important de pouvoir laisser ça à des gens vraiment experts, ce côté-là. Mais ça n'empêche que la philosophie, que la mise, je comprends de plus en plus le fonctionnement des transports en commun, les Mhm. enjeux de politique publique, toute cette partie-là qui est indépendante finalement Ok. de la billettique et qui se traduit dans la billettique d'une certaine Et ton façon. travail, c'est de trouver des partenaires qui sont aussi intéressés par cette Exact. solution de billettique avec une ouverture. C'est Alors ça ça? dépend, c'est ça, ça dépend quelle partie de notre public tu prends. Si tu prends des autorités organisatrices, des autorités organisatrices et des opérateurs de transport, c'est de leur expliquer que ça existe déjà un standard ouvert sur lequel ils peuvent avoir la main, qu'ils peuvent exiger ce qu'ils veulent et qu'ils ne doivent pas subir ce que proposent les industriels. Donc là, c'est beaucoup d'éducation. Dans mon travail, à mon poste, j'ai une grosse partie éducation. On a même créé un document qui s'appelle les règles d'or pour une billettique ouverte, interopérable et sécurisée. Donc, qui explique les bonnes pratiques, pas forcément sur Calypso, mais c'est vraiment là dans l'éducation pour la partie autorité et opérateur, leur expliquer comment, leur donner aussi des contacts avec des membres de l'association, donc qui soutiennent ce côté ouvert et ce côté souverain des autorités organisatrices et des opérateurs de transport. Il y a la partie partenariat avec des institutions où là, on remonte encore d'un niveau et on explique dès le début que dans des appels d'offres, pouvoir discuter sur comment faire les meilleurs appels d'offres possibles, comment en amont, ce qu'il faut faire pour que l'ouverture soit prise en compte dès le début dans les transports. En général, pas forcément dans la billettique, mais vraiment que ces données de souveraineté, ces données d'ouverture, d'interopérabilité pour que l'usage au final pour les usagers et pour les opérateurs soit la plus saine possible. Donc ça, c'est Ok. cette partie-là. Et après, il y a aussi la partie, bien évidemment, consultant, industriel, software provider, où là, on essaye de leur expliquer Calypso, pourquoi c'est différent d'une solution propriétaire, quelle valeur ajoutée aussi pour eux, parce que du coup, quand il y a plusieurs fournisseurs qui peuvent fournir un standard, ça permet d'avoir des appels d'offres, donc des marchés qui sont pas verrouillés dès le début avec un seul fournisseur. Ça permet donc pour chacun d'avoir plus d'opportunités de business. Voilà, c'est vraiment segmenter, expliquer à chacun pourquoi l'intérêt du standard ouvert plutôt que de dire je donne les clés du camion à une grosse société qui fera tout pour moi. Voilà, Mhm. Ok, voilà je le comprends. travail. Et donc, on va poser la question, tu as déjà un peu répondu. Pourquoi est-ce que les standards ouverts pour la billettique comptent? Pourquoi il faut Alors, appuyer ce genre de système? alors si on veut faire une image, c'est un peu comme un Linux versus Apple. Alors, évidemment, quand on est tout seul derrière son ordinateur, la différence est moindre. C'est un gros investissement de connaître Linux pour avoir ce qu'on veut, pour une expertise qui est moindre. Mais si on va dans des choses très importantes et des investissements de transport en commun, encore une fois, avec de l'argent public aussi, être maître de ces données, ça être sûr que tout ce qu'on fait, c'est en fonction de son propre besoin. Parce qu'une région, une ville ou un pays, enfin vraiment la zone est particulière. On ne peut pas transposer ce qui se fait à Paris, à Dakar, sans se dire il y a des spécificités locales, il y a des usages. Et si on le maîtrise pas, si on risque de tomber sur une société qui va nous proposer un copier-coller de ce qu'ils ont déjà fait, eux pour économiser de l'argent et ne pas perdre de temps sans se préoccuper des réels besoins locaux. Et si on fait ça, il y a aussi le risque de ne pas être maître de ces données et du coup de plus pouvoir faire d'évolution au rythme qu'on veut
les évolutions dont on a besoin qui n'étaient pas prévues à l'avance et de gérer cet investissement sur le long terme. Donc, c'est vraiment pour nous très, très important de pouvoir avoir la maîtrise de ces données, de pouvoir faire des appels d'offres aussi, différenciés et de pouvoir, ce qui dit un standard ouvert dit qu'il y a plusieurs fournisseurs sur le sujet. Donc, je peux faire gagner une société, je peux dire qu'il y a 2 vainqueurs à 60-40, si jamais il y en a un qui est défaillant, avoir un troisième qui peut venir. Et si c'est un standard avec de la certification qui est importante pour bien montrer que mes produits sont les mêmes, juste faits par d'autres fournisseurs qui ont des spécificités sur leurs produits, mais en dehors de mon standard, du coup, je peux avoir plein de personnes qui travaillent sans que mon client final ne voit la différence. Et moi, je travaille avec les fournisseurs en qui j'ai confiance, avec qui je travaille bien. Et s'il y a une défaillance, je peux changer. Je suis pas obligée de rester pendant X années avec cette personne-là. Donc, Ok, donc et il faut rappeler juste un tout petit truc important parce que des fois on n'y vas-y. pense pas. La billettique, c'est vraiment infime dans un projet de transport, on est conscient. Mais c'est le seul endroit où les réseaux peuvent récupérer de l'argent. C'est pas un poste, ça peut être un mini endroit où on peut récupérer un peu de sous. Et mieux c'est fait, plus on peut récupérer pour réinvestir dans l'avenir. Et donc voilà, donc c'est pour ça que c'est mine de rien, ça coûte peu, Mhm. mais ça fait une grande différence entre quelque chose qui est bien fait ou quelque chose qui est complètement verrouillé du départ à l'arrivée. Voilà. Ok, donc si je comprends, ce que tu as dit, c'est que pour les collectivités, ça donne de la liberté d'après prendre des décisions et que ça soit pour en très long terme. Et Exactement, donc, ok. Et c'est donc, ça, c'est ça donne d'avoir ces aussi la données aussi. possibilité de travailler avec d'autres personnes, une pluralité d'acteurs. Exactement, et de maîtriser ces données parce que bah, si c'est quelqu'un d'autre qui fait votre système, il peut dire bah non, c'est moi qui possède les données. Si vous les voulez, vous devez payer. Ou non, vous saurez pas comment ça fonctionne puisque c'est moi qui vous l'ai développé et j'ai Mhm. pas envie de vous le donner. Ou je vais vous dire que pour faire une évolution, c'est X millions d'euros, enfin, parce que je parle en euros parce qu'on est en France, mais X millions d'euros, et vous pourrez rien dire puisque vous savez pas ce qu'il y a derrière, ce que ça engage, si vous n'avez pas vous-même les Mhm. données au départ, et si être sûr que ces données correspondent aussi, les besoins qu'il y a, enfin, ce qui est développé correspond à votre besoin. Vraiment, alors ça demande un investissement au départ de connaissances, de maîtrise, mais ça s'appelle bien un Mhm. investissement pour dans le long terme et pas de juste donner de l'argent à quelqu'un pour qu'il le fasse à la place. Et c'est ça qu'on appelle la souveraineté numérique, c'est ça? Exactement, exactement. C'est de pouvoir être maître de ses données, de son système, de ses évolutions, de gérer le rythme, de gérer aussi les évolutions qu'on veut et celles qu'on ne veut pas, de pouvoir intégrer soit des nouveaux réseaux, soit des nouveaux services, de pouvoir faire ce qui est bon pour nos citoyens et nos usagers et pas ce qui se fait parce que on nous force à le faire. Ou parce que Ok, ça marche sur un autre continent, parce que ça marche avec telle autre ville qui est complètement différente de la nôtre, etc. ok, je vois. Et si les standards ouverts pour la billettique sont s'ils sont euh, utiles, comme tu le dis, quelles sont les barrières pour que les villes soient convaincues de les utiliser, de les mettre en place? Alors, il y a cet investissement humain du départ, du savoir-faire, qui peut Ok. être un peu compliqué au départ parce que les gens ne savent pas. Une fois que c'est su, c'est vraiment un investissement à long terme. Vous pourrez parler avec Mexico, qui lui est vraiment passé de zéro à tout en Calypso et qui parle très très bien de cet investissement de départ qui était forcément du temps, de l'argent, mais qui du coup permet de maîtriser son système et de tout avoir en interne et que le fournisseur ait son rôle de fournisseur et pas de faiseur. Voilà, ça, excuse-moi, j'ai oublié le début de la question, je réponds à cette partie-là. Non, 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 c'est juste parce que c'est juste pour expliquer pourquoi, si c'est si bon comme Ah oui, système, pardon, et oui, et pourquoi on ne les aussi met pas en parce que place. souvent on fait appel à des consultants et des consultants qui vont se servir de ce qu'ils connaissent et ce qu'ils ont déjà fait ailleurs. Nous, on est une association, on est 3 salariés, on est 10 en tout, mais que pour le standard. Après, on a 120 membres, des fournisseurs, ça, c'est pas le sujet, mais les consultants, eux, quand ils ont quelque chose de concurrent propriétaire,
Ils donnent le clé en main, ils ont fait ça dans la ville A, ils reproposent le même projet dans la ville B. Et comme c'est propriétaire, c'est une boîte noire qu'après ils s'arrangent, ou des fois ils savent même plus comment faire autre chose. Nous, on est petits, on n'a aussi pas forcément accès à tous les consultants qui sont référencés ou toutes les institutions qui sont référencées. C'est ça aussi la barrière, c'est que on peut être vu, on est robuste, ça fait 25 ans qu'on existe. Il y en a des consultants pour faire la différence, ils aiment proposer des choses fashion ou trendy ou fancy, t'appelles ça comme tu veux, très à la mode, qui vont peut-être mourir demain, qui coûtent peut-être moins cher sur le court terme, mais ça va leur faire une différence, plutôt que de montrer quelque chose qui est robuste, qui est là depuis longtemps, qui est pas, oui, qui est pas l'invention des 10 dernières minutes. Donc voilà pourquoi les différentes. Donc, peut-être les problèmes, c'est le premier problème que je vois, c'est de mettre en offre un système qui peut-être pas adapté dans le contexte local. Et peut-être l'autre, c'est un manque de connaissance de que les standards ouverts C'est existent. surtout un manque de connaissance et de OK. sensibilisation à cette souveraineté qui, quand on n'y connaît rien, peut sembler futile ou peut sembler finalement quelque chose. Oh, j'ai pas vraiment pas le temps de m'occuper de cette partie-là parce que on m'a demandé de développer mon réseau et puis que la billettique c'est tellement petit que bah j'ai rien spécifié dans mon appel d'offres et du coup à la fin bon, je vais prendre le premier qui vient ou je vais prendre ce qu'on me propose sans réfléchir parce que je suis déjà super à la bourre sur les rails, sur le matériel lourd, etc. Et que la billettique, on verra ça plus tard. Mais voilà, c'est une erreur de prise de connaissance au départ ou de timing qui... Mhm. OK. Et côté usagère, comment ça aide les systèmes de interopérabilité, de standards ouverts, améliorer l'expérience usagère dans les transports en général Alors, urbains? c'est ce qui nous... Quand tu t'as présenté tout à l'heure, pour nous, ce qui compte, c'est vraiment l'inclusion. C'est de proposer ce standard sur toutes les, comment dire, toutes les modes possibles, que ce soit une carte, que ce soit pour les personnes qui n'ont pas de compte bancaire, que ce soit accessible aux personnes qui n'ont pas de compte bancaire, ceux qui ont un smartphone, qui puissent s'en servir depuis leur smartphone, ceux qui veulent recharger sur leur smartphone, ceux qui peuvent juste payer en espèces parce que ils ont, par exemple, je reparle encore du Mexique, mais c'est un exemple qui est plutôt parlant chez nous. Souvent, le transport est payé avec le salaire quotidien. Donc les gens n'ont pas forcément sur leur compte ou dans leur réserve la monnaie pour avoir un abonnement. Et du coup, ils rechargent au jour le jour leur ticket. Et ces gens-là se servent du même standard que en Belgique où bah, des gens ont leur abonnement annuel et valident avec leur smartphone, leur Apple. Enfin, vraiment, c'est pour nous, c'est l'universalité, l'inclusion, l'accès à tous. Et ça, c'est propre à Calypso, mais OK. pour nous, c'est vraiment important de pouvoir répondre à tous les besoins et pas rester sur une toute petite cible qui correspond à personne finalement dans le monde. OK. Tu as évoqué plusieurs fois déjà le cas du Mexique. Est-ce que tu peux faire un peu un résumé de ce qui se passe et Eh bien, comment le le Mexique, standard est ça a utilisé? été très formateur aussi pour nous, parce que c'est quand même Mexico City, on parle d'une ville de 22 millions d'habitants. On ne parle pas Mhm. de rien du tout. Mhm. Et ils ont décidé, lors de la dernière élection, donc il y a 6 ans, un peu plus de 6 ans, de prendre en main et de devenir maître de leur réseau de transport. Avec Calypso, puisque OK. ça correspondait à leurs valeurs, ça correspondait au fait de pouvoir passer des appels d'offres, d'avoir plusieurs fournisseurs, etc., etc. Et en fait, ils sont passés de rien du tout à l'adoption à 100% de la solution Calypso, avec aussi l'utilisation de l'open source, avec l'obligation des membres, enfin d'avoir plusieurs fournisseurs sur chaque partie du système, comme nous on le préconise, de vraiment séparer leur appel d'offres en plusieurs. Ils ont aussi mis en place la préférence locale, du coup, avec soit des partenariats avec des gros fournisseurs de cartes à l'international, mais qui avaient des partenaires locaux, et aujourd'hui, ils ont un écosystème quasiment entier basé sur Calypso. Ils ont des données, la fraude a complètement réduit, puisque ça aussi, c'est pour nous très important, la sécurité et que la fraude soit plus là. Il y a plein de choses mises en place. On va sur le technique, donc je veux pas trop en parler, mais quelque chose de sécurisé, ça n'a pas été hacké.
C'est donc basé sur du NFC, c'est rapide, ça permet que dans des grandes villes comme Mexico, les gens passent rapidement les portiques sans que ça fasse des bouchons, est le plus ergonomique possible. Et pour eux, la fraude a été extrêmement réduite depuis la transition. Et Mhm. aujourd'hui, ils en sont satisfaits et la question se pose au niveau fédéral. Il y a d'autres États qui s'interrogent. L'État de Mexico qui entoure du coup la ville de Mexico a mis en place aussi des réseaux en Calypso et des interopérabilités entre la ville et l'État qui permet aux personnes OK. qui font les allers-retours d'avoir une seule carte et de pouvoir faire, je simplifie, mais qui puissent voyager de l'État de Mexico où ils habitent à la ville de Mexico où ils travaillent avec une seule carte, etc. Donc, à l'usage, Mhm. l'interopérabilité, ça simplifie aussi tout ce côté logistique du transport au quotidien. OK. Pour le cas au Mexique, on parle de transport en commun formel, donc le Tous, BRT, le métro, ça, c'est tous. aussi une très grande spécificité. Merci de me rappeler cette spécificité-là. Ils ont beaucoup, beaucoup d'artisanaux. OK. Ils ont créé une autorité de régulation des transports artisanaux qui s'appelle ORT et qui ont décidé pour moderniser, en gros, quand la concession rentrait dans le système, on leur échangeait leur bus ou leur minibus contre un nouveau et l'obligation d'intégrer de la billettique à l'intérieur pour toute la sécurité qui va avec, pour réduire le cash, pour pas seulement, et comme au début, les propriétaires avaient peur pour qu'on contrôle leurs revenus, mais c'est aussi pour qu'ils arrêtent de se faire agresser au terminus parce qu'ils avaient leur pochette de cash à la main. Enfin, la problématique n'est pas propre à Mexico, celle-là. Et Mhm. pour mettre ça en place, du coup, ils proposaient de mettre de la billettique dans les nouveaux bus. Pour avoir une billettique et tout un système de billettique à bas coût, ils ont obligé à utiliser le logiciel open source qui s'appelle Keepel, Keypel, pour ceux qui veulent aller voir, qui permet d'intégrer du Calypso, donc de la billettique, comme on appelle lourde et traditionnelle, dans des valideurs vraiment les plus simples possibles, puisqu'il n'y a pas besoin de connaître, c'est du plug and play en fait. Donc vraiment, Mhm. ils ont été jusqu'au bout de la démarche en prenant ça. Du coup, tu peux intégrer de la billettique assez lourde dans des valideurs assez légers et réduire le coût et l'impact que ça a sur ton exploitation. Donc OK. vraiment tout leur réseau. Et du coup, les gens peuvent voyager avec leur carte de transport traditionnelle, dans l'informel aussi. Et ça permet, au début, il y a eu une résistance, bien évidemment, comme on peut l'imaginer, parce qu'il a fallu éduquer, il a fallu expliquer, il a fallu inciter. Mais maintenant, c'est quand même vraiment, vraiment bien intégré. Et tout le monde y Mhm. trouve son compte. Bah, à plus ou moins long Mhm. terme sur le sujet. Mais ça a été vraiment un travail de cette autorité régulatrice des transports, de l'autorité de transport locale, Calypso qui était l'association qui était un peu au milieu en train de faire une tierce partie qui expliquait vraiment la technique, qui expliquait la philosophie et qui Mhm. était bien là pour expliquer que c'était au profit de personne finalement, si ce n'est du fonctionnement des transports et tout ça. Et ça a été vraiment un énorme projet fait en intelligence par les locaux pour les locaux et pas Mhm. avec des OK. leçons données de l'international ou quoi que ce soit. C'était vraiment les accompagner et pas faire pour eux. Et inviter tout le monde à se mettre d'accord sur le sujet billettique parce que je t'entends dire que il y a l'autorité organisatrice, les opérateurs de transport formés, les artisanaux, les usagers, et Calypso, les développeurs, j'imagine, de l'application. Qu'est-ce qu'il faut pour que ces gens de gouvernance aient Du succès? C'est dialogue. compliqué. C'est une Euh, démarche compliquée. oui, c'est une démarche compliquée. Le sujet, c'est qu'il n'y a rien de technique. Aucun problème Mhm. technique. Avec une volonté politique et du discours, de l'échange, de la communication, du temps de formation pour que tout le monde soit au même niveau de compréhension et que le discours puisse être productif. Enfin, le discours, quand je dis discours, c'est l'échange, puisse être fructueux. Il faut que tout le monde soit formé, tout le monde ait la connaissance et partage. Tout ça autour Mhm. d'une volonté politique qui sera. Mais encore une fois, si quelqu'un dit que le problème est technique, c'est que c'est un faux problème. De ce que moi je OK. peux en témoigner de tout ce que de tout ce qu'on a vu sur la billettique. Et qui a le potentiel de prendre cette initiative.
pour la démarche, c'est les autorités locales ou ça peut être aussi les privés? Ça peut être aussi le privé, ça peut être, on a de tout le type de réseaux. On a même des parkings, une société d'exploitation de parking qui s'appelle Interparking, qui Ok. a décidé de mettre du Calypso dans tous ses parkings, sur toute sa billettique, sur dans son contrôle d'accès, parce que Calypso, là, on parle beaucoup de transport en commun, mais c'est aussi du contrôle d'accès, c'est aussi du multiservice, du bike sharing, vraiment tout type de contrôle d'accès au sens très, très large, on peut le faire. Mhm. On sait le faire et c'est appliqué dans différents réseaux. On travaille aussi même, enfin voilà, à tout ce qui est multiservice de façon sécurisée, anonymisée avec le GDPR, etc. On fait, voilà, c'est vraiment un contrôle d'accès au sens large développé par des autorités organisatrices de transport à la base. Ok. Super. On arrive vers la fin de la session. Ça s'est vite passé. Je vais te poser cette question si jamais on aurait cette discussion dans 5 ans. Qu'est-ce que tu voudrais voir qui a changé? Comment ce sujet va évoluer dans les prochains 5 ans? Ne plus avoir expliqué l'importance de la souveraineté, Ok. que Calypso soit qu'un choix technologique et pas un choix, enfin, soit un choix politique, pardon, et pas un choix de défaut ou de méconnaissance ou d'un tout petit groupe, mais que ce soit vraiment une volonté globale d'optimisation de l'utilisation de l'argent public, de la souveraineté, de la sécurisation des données, etc., et que ce soit vraiment quelque chose qu'on choisit pour ses spécificités et pas un peu par hasard parce que quelqu'un nous l'a recommandé dans un coin. Ok. On espère bien. Alors, Et voilà, donc on est là disponible si jamais il y a besoin d'en merci. parler. Si quelqu'un veut travailler avec Calypso, c'est comment on s'approche de Calypso? Alors, c'est très très simple. Il y a un formulaire sur le site, mais maintenant que vous connaissez ma tête, il n'y a pas de souci. C'est Mhm. manon.chex@calypsonet.org ou contact@calypsonet.org. Et je vous réponds le plus vite possible pour prendre contact et faire un premier échange avec des experts techniques de chez nous aussi pour comprendre bien les sujets. Et puis, on est petit, mais du coup, on est très réactif et ça permet de pouvoir vous accompagner au mieux et vous mettre en lien aussi avec les experts dont vous avez besoin. Ça marche. Bon, je crois que c'était une très bonne session. Merci Manon Avec grand pour toutes les plaisir. infos, toutes les réponses. On a un peu appris sur ce que la billettique avec des standards ouverts est. Et donc, je te remercie. Et je Merci à remercie toi à de tout nous le monde. avoir présentés. Merci à tout le monde qui est venu nous voir. Et si vous avez des questions à Manon Calypso ou au secrétaire immobilier Azure City, n'hésitez pas à nous contacter et à remplir les formulaires de retour sous la session. Comme ça, on peut améliorer pour la prochaine fois. Pour cette année 2025, je crois que ça sera la dernière session. On a fait la dernière session d'Expert Voices maintenant, je crois, en Eh ben, français. Et bonne fin j'espère d'année qu'il du coup. y en aura une autre en 2026. Merci beaucoup, Manon. Merci à tous Merci, merci à et à toi la et merci prochaine. à tous. À bientôt, au revoir. Ciao.